Avant-propos. Les monstres sacrés, Frankenstein, le loup-garou, le conte de Dracula, ont vécu dans notre enfance comme des images télévisées qui nous ont plus ou moins marqués. J'essaye de les faire revivre au XXIe siècle en y ajoutant des martiens, des petits bonhommes verts, un soupçon de vaudou, Baron Samedi, l'énigmatique docteur Frankenstein et l'épopée spatiale. Cette histoire que je conçois comme une salade d'action et de terreur, mêlée au comique, prend ici la définition de ma tragique comédie. L'auteur. Je dédie cette histoire fictive à tous mes amis, tous mes proches, puissent-ils vivre en paix et réussir, à tous ceux qui m'ont aidé, que la Providence leur soit favorable. Chapitre 1. Mortimer à la NASA. À la NASA, un ingénieur des télécommunications, saisissant un micro, s'adresse à un rassemblement. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer que le programme américain soumis au budget sera accepté, le programme concernant la colonisation de la planète Mars. Oui, je vous le dis, vous pouvez être sûr. D'après Pathfinder et le robot Mars-Orod, c'est formel. Il n'y a pas d'habitants extraterrestres sur Mars. Dormez en paix, braves gens. Je le dis fort. Notre but de placer une base spatiale sur Mars sera faisable. Un groupe de plusieurs savants de différentes nationalités prévoit l'alliance de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et des gens de Baïkonour, peut-être aussi la Chine et le Japon. Non, loin de là, un homme au regard froid suivait la scène assis sur un fauteuil. Ses cheveux blancs et coupés courts dénonçaient son passé militaire. Qui était cet homme serein et glacial? Notre but sera de construire une base spatiale et beaucoup de choses se font pour réussir cette merveilleuse tentative. Un ingénieur aux cheveux courts et aux lunettes prit la parole à son tour. Les phases de construction sont simples et réalistes. Des pièces de la station voyageront dans l'espace propulsées chacune par les nouveaux moteurs cryogéniques qui seront parachutés sur le sol martien, tel que Pathfinder. Nous parachuterons les 50 pièces du puzzle de la station et après une délicate opération de rassemblage, nous la construirons. Je ne vous dirai pas plus sur les moyens de survie, ni les méthodes de construction. Elles sont récentes. L'analyse du vol martien a prouvé qu'il est possible d'y recréer la vie disparue il y a des millions d'années. Oui, c'est formel. La chycnode initiale ranimera la planète Mars à la vie et nous y établirons une colonie. Dit un certain professeur Tomb, un homme âgé à la barbe hirsute et aux cheveux ébouriffés, prit la parole à son tour. Nos nouveaux moteurs spatiaux sont révolutionnaires. Ils pulsent mais ne propulsent pas. Certaines corrections de trajectoire seront nécessaires à l'atteinte de la planète rouge. Personne n'avait prêté attention à l'homme à l'allure penaud et au caractère enfantin, assis dans un coin de la grande salle, ses cheveux noirs retombés sur son front. Il se mit à mâcher du chewing-gum, non, un bubble-gum, qu'il avait avalé d'un geste machinal. Ses yeux se balançaient de gauche à droite comme pour analyser les faits. Il portait un ensemble chic. Ses grosses lunettes étaient bien collées à son visage. Ses oreilles collées expliquaient son intelligence supérieure. Et en 1945, les loups de l'Europe auraient vite fait de le remarquer par le fait que ses oreilles étaient plus basses que la hauteur de son nez. Cet homme à l'allure angélique s'appelait Mortimer Jumpy. Un nom qui ne vous dira rien pour l'instant. La crème de l'intelligence humaine, la mousse au chocolat, la chantilly des informations de la NASA. Ce caramel mou qu'aurait ingurgité volontiers le plus commun des mortels, avait découvert le processus des réacteurs pulsars, système utilisé dans la navette Aurora,
qui, simplement à l'image des bulles de bière d'Einstein, lâcha un paix pathétique discret et silencieux, expliquant la nature non manœuvrière, mais sans se la paumer de son état. Le militaire assis en face de lui, à quelques dizaines de mètres, ne soupçonna rien. Mortimer rougit comme la plus prestigieuse tomate équilibrée et cirée à la mode européenne. Il lâcha un « non » silencieux, afin de ne point dévoiler ce qu'il avait conçu. Mortimer Jumpy, savant atomiste, ignoré de tous, allait devenir une extraordinaire personne. Sam Bott t'aurait reconnu comme frère, lui lâcha le garagiste, se faisant payer l'essence qu'il avait jetée dans sa vieille Chevrolet à l'allure pourtant si classique. Au volant de sa voiture, Mortimer Jumpy savait toujours ce qu'il faisait, ou presque. Sa Chevrolet, un bien étrange véhicule qui faisait des siennes. Mortimer y avait placé un ordinateur, et sa drôle de bagnole s'appelait Mummy. Le renseigner sur tout, presque. « Tu devrais aller chez le coiffeur », dit celle-ci. Mortimer habitait non loin de la NASA, et son seul souci était d'éviter de se faire repérer par les puissances étrangères. Tous ces jeux électroniques n'étaient que des jeux innocents. Jumpy ne voulait pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ce n'était pas son objectif. Tout ce qu'il voulait, c'est créer des engins allant de plus en plus vite, de plus en plus fort. Mortimer Jumpy, américain de souche, était un mélange de latino, irlando-slavo-hispano-yiddish, mais de ces genres de personnes qui comprennent tous très vite et n'aiment pas voir les innocents accablés. Mortimer marchait dans un couloir, l'air désinvolte, jouant quelquefois au pari. Il voulait atteindre son objectif de génie, la liberté dans la propreté. « Bonjour, monsieur Samuelson. Vos cousines vont bien ?» lança Mortimer. « Très bien, Mortimer, très bien. Et vous, votre santé, ça va ?» reprit l'homme, obèse et à l'allure sympathique. Samuelson était barbu, bouffi et vraiment un peu obèse. Ses yeux de félin tirés riaient sans cesse. Il était de caractère jovial. « Allez les enfants, allez faire vos devoirs !» cria Samuelson à un groupe de gosses qui étaient venus voir ce qui se passait dans les lieux. Mortimer Jumpy s'achetait toujours du bubblegum pour entraîner ses mâchoires à mordre dans le sandwich, de préférence cachère, bien sûr, et Jumpy avait mis au point ce réacteur pulsar qui devait, disait-on, propulser la conquête martienne et lever haut la bannière étoilée dans l'espace. Ses amis se comptaient sur les doigts de la main, mais il les voyait rarement, toujours plongés dans ses études de propulsion. Avec un tel moteur primaire, les avions de reconnaissance ne seront plus ce qu'ils sont, se dit Jumpy. Ses grands pieds plats l'avaient réformé de l'armée. Et il se souvenait de ce matin où un sergent était passé le voir pour s'assurer de son incapacité à marcher. Le sergent avait loué une vieille carcasse et ses yeux de militaire riaient de partout. Il avait jeté derrière la barquette arrière une caisse de bière fraîche. « Allons, mon garçon, tu en prendras bien une autre. »« Oui, sergent, une autre canette me fera le plus grand bien, » dit Mortimer. Le sergent avait jeté sa casquette sur la banquette arrière et il sortit un petit album de photos. « Des gonzesses, dit celui-ci. « J'en connais plein, reprit le sergent. Non loin de là approchaient à califourchon sur des motos ses 5 amis. Il y avait Rico le latino, Bugsy l'indien, les 2 jumeaux, Foxy et Foxter, et un autre qui était d'origine scandinave. Ils avaient tous fait des études poussées, bien que d'apparence hommes du monde, ils étaient calés. Ses amis se réunirent chez lui pour une soirée aux œufs. Et ils se faisaient des tortillas, des omelettes, et tout était terriblement œuf chez eux. Le téléphone sonna 2 fois et Mortimer décrocha. « Oui, fit-il en écarquillant les yeux, c'est à quel sujet ?»« Jumpy, c'est moi, Ivana. Comment tu vas, chérie ?» dit-elle. « Ça va œuf, chérie. » Et il lâcha un rot pittoresque qu'il camoufla. Ivana éclata de rire. C'était son amie intime, sa cajoleuse des moments discrets. Elle était rousse et grande. Le fait qu'elle portait souvent des baskets aux pieds indiquait qu'elle était probablement américaine. Mais Ivana était tout. D'abord, mademoiselle farce et attrape. Très souvent, elle en faisait de bien bonnes, comme le jour où elle colla un certain Dexter en mettant de la clue forte en grande quantité sur la chaise de celui-ci. Monsieur Dexter était tellement collé qu'il hurla pour se lever.
Mais que se passait-il donc ce jour-là? À la NASA, on demandait « Mortimer Jumpy ». Où est Mortimer Jumpy? Mortimer devait faire un speech sur son moteur révolutionnaire. L'armée, l'US Air Force, s'intéressait particulièrement à son invention. Plusieurs agents essayaient de contacter Jumpy. Mortimer se leva et, prenant son courage, il s'adressa aux savants. « Mesdames, Messieurs, le speech que je voudrais vous faire concernant la propulsion des fusées américaines, nous devons, nous autres Américains, trouver le moyen de développer la puissance de propulsion des lanceurs. Oui, je ne cesse de vous le répéter. 1969, c'était Saturne V et le programme Apollo lunaire qui est tombé à l'eau. Aujourd'hui, nous sommes à la porte du XXIe siècle et je crois qu'il nous faut des renouveautés côté lanceurs. » Ce fut ce jour-là un raz-de-marée de journalistes saisissant des photos et recueillant d'ultimes informations et des affirmations. Mortimer avait frappé très précis. Mais ce qui caractérisait Mortimer était son côté. Il avait un côté particulier et caractéristique, bien collé à sa personnalité. Il était trouillard, poltron, son visage brun, maigre, caché derrière une immense paire de lunettes, révélait cependant son air intellectuel prononcé. Tous ses amis savaient qu'il était trouillard, aveuglé par les flashs d'une foule de journalistes. Mortimer ne cessait de rougir à une telle déclaration de presse. Son automobile, un bahut ancien du XXe siècle, roulait pourtant à l'essence ordinaire et il n'y avait en cela rien d'extraordinaire. Mortimer se déplaçait dans cette ville bien connue de ses habitants. C'était le soir. La pluie se mit à tomber doucement. Couché dans le salon de sa modeste demeure, dévorant dans une énorme corbeille en carton des pop-corns caramélisés et laissant choir des bruits assourdissants. Il regardait une émission télévisée d'aérodynamique sur la célérité, la pénétration dans l'air. Mieux que cela, les formes appropriées à la vitesse et le réchauffement des structures matérielles des engins spatiaux de la NASA. La fameuse structure en nid d'abeille de la navette, le chapelet de fumée du projet Aurora, tout ceci était fort captivant, si captivant qu'il lâcha sans le vouloir un rot pathétique. Heureusement, Ivana n'était pas là. L'individu décramponna un pardon solitaire, absorbé par les infos, devenant de plus en plus intéressantes. Le Sénat américain étudie en ce moment le projet de propulsion du programme de Mars. Il serait question de navettes géantes. Le budget américain essaye de ne pas trop dépasser les limites. La structure de la pulsion réactionnelle révélera sans doute quelque chose, en un mot, une révolution de la propulsion des lanceurs américains. Consommez moins et allez plus vite, en poussant plus gros et plus fort, dit un responsable de l'information spatiale. Nom d'un castor canadien. C'est mon étude qu'il passe maintenant, se dit Mortimer en engloutissant les pop-corns. Mortimer était poltron, certes, mais il avait un soupçon de génie en lui. En cette radieuse soirée, il enregistra le programme sur cassette vidéo en y ajoutant au vent les paroles suivantes. « Reviens-nous, temps mielleux de Saturne V. Reviens-nous, joli mois d'amour et de bonheur. » Chantonna Mortimer Jumpy. Il alla à la cuisine et se fit frire des œufs au bacon avec frites et sauce ketchup. Puis fit sauter l'ouverture d'une canette de soda dont je tairai le nom. On sonna à la porte. C'était Ivana, trempée de pluie. « Bonsoir, chérie, dit-elle. » Elle embrassa tendrement Mortimer, qui n'en revenait pas. Il s'affaissa de tout son poids sur un fauteuil et jeta un regard vers un petit poster accroché au mur où figurait Trifon Tournesol. Et tout comme lui, il rejetait la perversité du monde et le terme zouave le rendait hors de ses gonds. C'était là une étincelle de génie de sa personne et il refusait de la changer pour tout l'or du monde. Ivana et Mortimer vivaient ensemble en union libre. Mortimer voulait se marier un jour dans une église, mais avant d'avoir trouvé l'invention de sa vie. « Gros lapin, je t'ai apporté une caisse de bière fraîche, hurla celle-ci.
Nous la boirons tout à l'heure, dit Mortimer. Regarde à la télé, chérie, c'est mon programme qu'il passe. Toute ma recherche, ça a l'air de les intéresser vivement, ces journalistes. Vraiment, les séchoirs. Bon, Ivana, messieurs, nous pouvons accéder à ce programme, mais il nous faut une clé semblable à la clé des champs. Laissa supposer une voix à la télévision. Messieurs, je vous le dis et redis, nous avons besoin d'une formule, la clé des champs, hurla l'homme sérieux devant les caméras. Jumpy scruta les alentours et lança. Ivana, j'ai la nette impression qu'on nous observe, dit celui-ci. Oh, chérie, ce n'est qu'une illusion, fit-elle. En se dirigeant vers la cuisine, Jumpy fut saisi d'un froid. Une ombre s'était faufilée au loin sur la terrasse de sa modeste habitation. Le visage jaune de trouille, les yeux écarquillés, il perdit la parole un long moment, puis détendit un souffle de terreur devant le visage qui dépassait de la fenêtre de son living room. Reconnaissant Rico, il se ressaisit et respira de satisfaction. « Salut, Mortimer, sacrée grenouille, je veux prendre un verre chez toi, dit son ami. Tu m'as flanqué une de ces trouilles, ne recommence plus, s'il te plaît, affirma Jumpy. À ce qu'il paraît, tu as développé des fusées, elles vont péter le feu, n'est-ce pas? Fit Rico en riant. Ouais, t'es dans le mille, mais tu aurais pu téléphoner pour dire que tu viens me voir. Bof, regardons la télé. Le débat sur cette formule devenait de plus en plus ardu. C'est une chose abominable que de traiter les informations secrètes de la NASA en simple attitude de chiffonnier. Répétait sans cesse M. Philibert, responsable en balistique. Il hurla. Nous avons établi des normes et avec cette impalpable formule, nous risquons gros et cher, cria celui-ci au journaliste. Nous avons établi des normes. Messieurs, je trouve cela inadmissible que l'on puisse faire tant de chichi pour une formule. Et quelle formule? Dit celui-ci en froissant les papiers devant lui. Ivana, assise devant la télé, se gavait nerveusement de pop-corn. Jumpy, lui, pensait sans cesse à la formule. Un homme sage et âgé, assis devant la foule de journalistes répondant au nom de Bridgestone, lança. Cette formule est probablement la solution chimique logique d'un comburant. La composition d'un tel liquide devrait... Il fut interrompu. Non, professeur Bridgestone, il s'agirait de la structure des réacteurs pulsars de propulsion. Mais ce n'est qu'une hypothèse, dit un savant aux cheveux hirsutes. Imperturbable était ce haut gradé de l'armée, aux cheveux courts et blancs comme neige. Il regardait la scène sans interrompre, attendant le moment propice, comme le font certains vents pour se déchaîner. Il mâcha du chewing-gum rapidement. Un laps de temps, chose interdite dans l'armée, mais l'homme en question n'était pas en uniforme. « Mais y a-t-il donc une formule » demanda un homme en écarquillant les yeux. La formule lança le gradé, suivi d'un bruit interrogateur de toute l'assemblée. « Est en sécurité dans les archives secrètes de la NASA, reprit-il. « Ouf, fit l'assemblée. Le haut gradé se dirigea vers une estrade, il dit. « Mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, remercier les efforts de Mortimer Jumpy, qui nous a permis d'atteindre ce haut niveau de travail, apportant des points précis quant au labeur de notre recherche. Les fusées et engins spatiaux américains se déplaceront 2 fois, voire 3 fois plus vite. Et sachez que cela sera une fierté que de planter notre drapeau sur le sol de Mars. En réalité, le but de notre causerie n'est pas seulement de planter un drapeau, mais plusieurs, allusions fortes, sans esprit vantard et hautain. Nos efforts seraient multipliés en voyant l'Europe s'associer à notre projet, ou des nations d'Extrême-Orient. Oui, je vous le dis, Mortimer Jumpy est pour l'évolution humaine, et non sa régression. Avec l'esprit armé, les forces sont démultipliées. Mais un mot à ne jamais oublier, la liberté. Bravo, ouais, hurrah, fit l'assemblée. Le fait de faire pulser les gros réacteurs est idée de génie. Merci, messieurs, fit le gradé en s'asseyant. Puis il se leva et quitta la tribune, disparaissant derrière une foule de journalistes et de chercheurs scientifiques. Il saisit un téléphone bebop et composant un numéro, prenant la parole, il dit « Jumpy, allô, Jumpy, je veux te voir tout de suite. »« Bien, monsieur Niels, le temps de mettre un habit, et je vous rejoins tout de suite, » répondit Mortimer. Jumpy démarra au quart de tour dans une voiture mauve et se dirigea là où l'attendait le gradé Niels,
astronaute et militaire. Jumpy était content, heureux. Il chantonna quelques airs connus. Ses lèvres s'ouvraient et se fermaient au rythme de la musique qu'il avait sur son transistor. Et quelle musique! Sa formule allait faire de lui un homme célèbre. C'était une belle nuit. Jumpy entra dans une base militaire. Des jeeps sillonnaient les routes. Tout autour de lui se trouvaient des avions militaires de tout genre. Un immense C-5 Galaxy et 4 ou 5 C-17 étaient visibles là où se déplaçait Mortimer. 5 minutes après, Jumpy arriva au hangar, une zone bien gardée par des military police à l'aspect de Cerbère. Le bureau du général Niels était une modeste construction en bois, d'aspect banal. Mortimer était habillé sport, mais ne portait pas de basket blanche. Il entra au bureau de l'officier supérieur. Un sous-officier le dévisagea brièvement et quitta la salle. « Bienvenue ici, dit Niels. »« Prenez place, fit celui-ci en désignant un fauteuil confortable. Mortimer s'assit. On m'a parlé de vous, monsieur Jumpy, de votre quotient intellectuel, de votre faiblesse pour les femmes. J'avoue que cela est une qualité de nos jours, reprit le général. Ainsi, vous avez du nouveau pour la défense, dit le général, et en aspirant de l'air pour allumer sa pipe, dont le tabac dégageait déjà une odeur fort agréable. Niels scruta les dossiers Jumpy. « Ceci est fort intéressant, lâcha le gradé. »« Général, je voulais vous demander, dit Jumpy, l'air hésitant. »« Oui, fit Niels, absorbé par les documents. Mon petit cousin est passionné d'avions militaires. Il voudrait faire un tour ici et voir les cockpits, est-ce possible ?»« Quel est son âge ?» reprit l'homme aux cheveux blancs. « 12 ans. Pourquoi pas ?» détend-il. Le général Niels. Amenez-le lors de votre prochaine visite. J'ai des enfants de son âge, je lui trouverai une autorisation spéciale pour voir les Inques, dit Niels en souriant. Ce n'est pas tout, général, expliqua Mortimer d'un air gêné. Il y a quelque chose de plus, reprit Niels. Mon cousin Billy voudrait essayer un simulateur, dit Jumpy, l'air timide. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous, Mortimer, avoua le général. C'est possible. Je vais même lui offrir une maquette de l'avion, dit Niels. Le général Niels saisit un portable. « Lieutenant, venez me voir tout de suite, » crépita la voix. « À vos ordres, général. » Un homme aux cheveux rasés, très courts, avait ouvert la porte et salua de sa main droite. « J'ai ordre de laisser le civil Mortimer Jumpy se balader dans notre base. Veuillez l'accompagner pendant 3 jours, ainsi que son petit cousin Billy. Faites-lui le tour des simulateurs. Appliquez le code de réception des personnes civiles. C'est une autorisation spéciale. Rompez, lieutenant. » lança le général. « Jumpy, votre travail est remarquable. L'Europe, cependant, est sur nos talons. Le projet Hermès serait à nouveau fiable. Plus que cela, l'Agence spatiale européenne veut atteindre Mars avant la NASA. Une absurdité. Je vois les choses différemment. Spray Freedom, Station spatiale internationale. Ceci vous dit quelque chose, Mortimer ?» interrogea Niels. « Nous étions en avance sur eux avec le programme Apollo dans les années 60. »« Je sais. Vous voulez améliorer Saturne V ?»« Doucement, Mortimer. »« Tout doux, souffla Niels, et il reprit. « Avec la navette STS, nous avons franchi un pas de plus, mais il y a eu stagnation. Le projet Aurora, trop coûteux pour ce qu'il vaut vraiment. Et la structure des composants, leur résistance au frottement. »« Il y a du nouveau, n'est-ce pas ?» demanda Niels. « Votre projet, Jumpy, est terrifiant. Vous me voyez, tel Von Braun, donnant la vie sur le tir d'une super fusée de la taille d'Apollo 11, mais avec des tuyères qui pulsent, et le tout se ferait au rythme de la house music. »« Mortimer, vous êtes un génie, ça me rajeunit, » éclata de rire le général. Plus loin, dans un simulateur, Billy essaye de décoller un F-22 Luce Air Force en suivant les conseils du lieutenant. « Il suffit d'appuyer là, Billy, » dit le militaire. « Oh, c'est vraiment super de suivre vos instructions, lieutenant. Je me prends maintenant pour Joe 90. Voilà. À présent, Billy, tu es en vol. Remonte les trains d'atterrissage et ne bouge plus. Tire un peu sur le gouvernail en manche à balai. Voilà, Billy, t'es un grand pilote à présent, dit le lieutenant. Oh, c'est vraiment super, c'est comme Buck Danny, dit Billy. Attends, si tu veux vraiment t'éclater, mets les écouteurs, je te branche à présent
le système d'attaque. Tu vas abattre des avions militaires. Enclenche le canon. Voilà. Le simulateur vibra des sons répétés de tirs de canon aériens qui soufflent enveloppèrent les tympans de Billy. « J'en ai abattu un et un autre, c'est super !» dit le petit garçon. Au même moment, Niels prit une cassette audio des mains de Mortimer Jumpy. « Dans cette bande audio, il y a les principes de la propulsion en chapelet, dit celui-ci. « Parfait, Mortimer, je suis content que vous soyez si précis, dit le général. » Et il reprit en tirant une grosse bouffée de sa pipe. « Demain, Mortimer, venez me voir. Il se peut que nous allions voir un lieu oublié. »« Lequel ?» demanda Mortimer. « Cette sacrée base de Cap Canaveral. Il doit y avoir des rats tellement évolués qu'ils pourraient presque nous parler, » dit celui-ci en se levant. Au matin d'une belle journée radieuse et ensoleillée, Mortimer débarque chez Niels, habillé sport. Une limousine noire, les portes ouvertes et bien lavées, attendait tranquillement les deux hommes. « Salut, Jumpy, on va aller très vite. Un super hélicoptère à réaction. » La limousine démarra en trombe, devancée par un convoi militaire américain, un détachement de jeeps. Mortimer, sous l'effet de l'émotion, lâcha un paix. « Oh, Mortimer, voyons, retenez-vous, s'il vous plaît, » lui dit le général en ouvrant la fenêtre arrière du véhicule. « C'est-à-dire, général, c'est l'émotion et la peur de monter dans un prototype d'hélicoptère à réaction, » expliqua Jumpy, en devenant vert de trouille et rouge de honte. Le général lui tendit un flacon de parfum ouvert après s'en être aspergé. « Vous voyez, Mortimer, il faut évoluer. Cap Canaveral, devenu oubliette, ça ne plaît pas toujours. Et votre projet que j'ai soumis à analyse a été accepté, » lui dit le général dans un sourire. La limousine pénétra dans une aire gardée. Le général saisit un portable et composa un numéro connu de lui seul. « Hello, ici le général Niels. Nous sommes dans l'AREA 49. Rien à signaler. Nous prenons le super hélicoptère bientôt. » À un virage, nos amis se retrouvèrent devant une aire d'atterrissage. L'automobile s'arrêta net. Deux sous-officiers ouvrirent les portières. Le général descendit en tenant un portable rouge. « Oui, oui, entendu. À vos ordres, lança-t-il. Et nos amis grimpèrent à bord d'un super hélicoptère. Ils s'assirent à l'arrière en bouclant leur ceinture. Mortimer Jumpy était jaune de trouille. « J'espère que vous avez des tripes solides, Mortimer, » lui dit le général en lui faisant un clin d'œil. Le prototype décolle doucement en un sifflement caractéristique des engins à réaction. « Mettez ce casque, Mortimer, mais rassurez-vous, c'est mieux écouter la musique. » Jumpy saisit le casque qu'il porta sur son crâne après l'avoir ajusté. Le pilote lui dit « Salut, Mortimer, ce sera sur Cap Canaveral. On sera sur Cap Canaveral dans 45 minutes. » L'hélico, après avoir atteint une certaine altitude, alluma des réacteurs. « Nous sommes à plus de 500 km à l'heure, » lui lança le pilote dans les systèmes de communication radio. Mortimer était fasciné par la vitesse de l'engin, qui restait pourtant stable. Une voix déchira l'atmosphère, froissant le cœur de Jumpy, qui fut saisi d'une terreur effroyable. « Ici tour de contrôle de Cap Canaveral, procédure d'approche, 2000 pieds. » Une foule de personnes en uniforme attendait l'arrivée de l'hélico. L'engin réduisit sa vitesse à la vue de l'aire d'atterrissage. Des constructions en hangars gigantesques. Le super-hélicoptère se posa doucement à la descente de l'appareil. Mortimer et Niels furent salués par des officiers de l'armée. « Bienvenue à Cap Canaveral, messieurs, » dit un officier supérieur. « Mon général, je vous salue. Vos nouveaux bureaux sont ici. Suivez-moi, » dit celui-ci. Les trois hommes grimpèrent à l'arrière d'une Jeep verte. Deux military police étaient installés devant la Jeep. La Jeep roula un moment. « Mon général, votre projet Saturne VI est en bonne voie. Toutefois, il y a des choses fort intéressantes pour la personnalité civile Mortimer Jumpy. Colonel, vous savez que le projet 6 a été abandonné depuis près de 10 ans. Son appellation est aujourd'hui Phoenix. Je ne vous permets plus de faire des erreurs. » « Simple vérification, général, » lui dit le colonel Barch. Le général Niels, en entrant dans les nouveaux bureaux, reçut une lettre de la main d'un sous-officier suivi de Mortimer. Il l'ouvrit rapidement. « Ah, » fit celui-ci,
Bonne nouvelle, reprit-il. Mortimer, mon garçon, vous êtes accepté pour faire des tests d'aptitude afin de devenir astronaute, lança le général Dills. Mortimer balbutia. Astronaute? Mais c'est vraiment très dur, mon général, fit celui-ci en prenant un air interrogatif. Rassurez-vous, Jumpy, conduire un engin spatial est moins compliqué que piloter une Formule 1. Allez faire une visite de locaux. Il saisit un téléphone et donna des ordres. Occupez-vous de la personnalité civile, ordre général, dit celui-ci. Pendant ce temps-là, Billy visitait les avions à la base aérienne. « Et ça, c'est un avion récent ?» demanda Billy à l'officier chargé de le promener. « Oui, c'est un F-15, un Strike Eagle. Eagle est son nom de code. Il va être abandonné bientôt, profit d'un engin plus rentable, plus économique et plus puissant. Tu vois, Billy, cet appareil consomme plus de fuel, il est donc plus coûteux. C'est pour cela que l'on passe à mieux, plus puissant, plus rentable et plus économique. »« Et je pourrais voir le fameux Bell X1 ?» demanda Billy. « C'est un vieux zinc, peut-être le premier qui franchit le mur du son. »« Monte d'abord dans le cockpit de celui-ci. Attends, je vais t'aider, » dit l'officier en le plaçant à l'intérieur du poste de pilotage. Billy s'assit sur le siège. « Il y a vachement de boutons et de capteurs, super, quelle quincaillerie. Quand je serai plus grand, je serai commandant de patrouille, fit Billy. C'est avec ce bouton-là que l'on tire sur les avions, reprit Billy. Oui, ça c'est un canon mitrailleur, lui expliqua l'officier. C'est excitant, extra, super, dit le petit garçon. Maintenant, Billy, on va voir le Bell X1, l'un des premiers Macs de l'histoire. Après, je t'offre sa maquette à monter chez toi le dimanche, si tu as de bonnes notes à l'école. C'est un cadeau, fit le lieutenant. Dehors, loin des hangars, Billy s'arrêta devant une escadrille qui décolla devant lui. Sur une piste goudronnée à quelques centaines de mètres seulement, il se boucha les oreilles tellement il y avait du bruit. « Et ces avions, quelles sont leurs appellations ?» demanda Billy. « Ce sont des Hornets, des F-18 » hurla le lieutenant. Mais revenant à Mortimer, notre ami était à présent dans un bien étrange appareil, un accélérateur de simulation d'espace, le tout dernier modèle. Plus précisément pour s'habituer aux accélérations dans l'espace et des forces sur le corps. Les yeux mi-clos, Mortimer subissait les jets. « Ça va, Jumpy ?» lui demanda une voix. Mortimer poussa un bouton devant lui à la vue d'un voile sur les yeux. Une sonnerie électronique retentit, le mouvement giratoire s'arrêta. Évanoui, Mortimer se réveilla un quart d'heure plus tard. « Vous vous y ferez bientôt » dit un médecin spécialiste du nom de Robertson. « Oh, quelle fatigue » dit Mortimer. Après avoir repris ses esprits, Jumpy demanda à voir un responsable. « Je ne peux pas être astronaute, c'est trop dur, vous comprenez » cria-t-il. « Ils disent toujours cela, mais dans 2 mois, vous serez capable d'accomplir des prouesses » lui dit un médecin du Centre de recherche spatiale. Jumpy fut placé dans une chambre avec 2 autres astronautes. « On va vivre ensemble ici, Mortimer, un peu de temps. 2 mois, c'est vite passé. Tu verras, » lui dit Grimson. « Ouais, tu verras, qu'est-ce que 2 mois dans la vie d'un homme, » reprit le colonel McQueen. L'entraînement fut de rigueur, le matin, test de jet, et l'après-midi, de temps en temps, le tourniquet, pour perdre toute sensation de contact terrestre. Une immense chambre pressurisée qui tourne dans tous les sens. Un jour, Mortimer fut appelé à visiter la maquette grandeur nature de la cabine de la nouvelle navette. « Waouh, que c'est beau !» fit celui-ci. « Les Russes ont tenté la capacité de l'homme à vivre dans l'espace, » dit McQueen. « Plus d'1 année, je crois, » dit Grimson. « Messieurs, on ne va pas sur Mars comme on irait en vacances. Aussi, je vous recommande d'étudier votre mission et vos instruments tous les jours. » dit le général Dills, derrière un bureau en discussion close avec 3 astronautes. Toutes les éventualités ont été étudiées, tous vos mouvements, votre moindre réaction. Tout doit être automatique. Le programme est inaliénable. Les structures de propulsion sont bien assimilées de vous. Les pulsations générées par le système vous propulseront beaucoup plus vite. Le vide spatial ne présente aucune résistance. Excellent pour se déplacer toujours de plus en plus vite, et vous le savez.
Il n'y a aucun frottement, presque aucun réchauffement. La moindre force générée ou induite augmentera la vitesse de votre engin. Cette navette vers Mars parachutera les 10 pièces en un endroit proche avant que le Mars Raker se soit posé sur la surface voulue du sol de la planète rouge et ne restera plus qu'à rassembler les éléments. Chaque compartiment contient un fabricateur d'oxygène pressurisé et indestructible. Les blindages sont conçus pour résister au choc du parachutage. Ménagez votre navette, c'est un véritable bijou de technologie qui décollera et quittera l'atmosphère de cette planète à la fin de cette mission. C'est impossible, il faudrait beaucoup de puissance pour quitter le sol martien, avoua Mortimer. Et vos pulsars, c'est pour des prunes qu'on va les améliorer, finissent en devenant rouges de colère. Ces réacteurs, beaucoup plus puissants que les propulseurs terrestres, vous feront quitter l'atmosphère de la haute stratosphère martienne. Après, vous deviendrez satellite de Mars. C'est alors que l'ordinateur principal vous guidera vers la Terre. C'est clair, reprit Niels. Comme l'éclair, dit Mortimer. Toutes ces choses ne sont qu'une esquisse de la mission vers Mars, mes amis, dit le général Mortimer. Mortimer eut la permission de se divertir. Le génial individu quitta ses sections interdites d'accès de la base de Cap Canaveral. Alors qu'il s'apprêtait à entrer aux toilettes, un homme vint vers lui et parla en ces termes. « Mortimer, je suis très heureux de vous rencontrer. Mon nom est Rosenstein, Helmut von Rosenstein, et je suis votre professeur. Appelez-moi docteur ou professeur Rosenstein. Je suis spécialisé de médecine spatiale. » Mortimer le dévisagea d'un air interrogateur et inquiet. La silhouette était risible. « Frankenstein, lança Mortimer, en faisant rouler ses yeux dans les orbites, ouvrant sa bouche étonnée. « Non, Rosenstein, dit l'homme à l'habit noir. « C'est tout comme, je ne veux pas vous connaître, monsieur, dit Mortimer en s'éloignant rapidement. L'homme au regard froid n'inspirait pas confiance à Jumpy. « Mais, monsieur Jumpy, je suis ici pour votre bien-être, dit l'étrange personnage. « Lâchez-moi, je vous prie. Voulez-vous me lâcher? Je suis en très bonne santé. Pas besoin de vous. Voulez-vous? » cria Mortimer. « Mais ayez confiance, monsieur Jumpy, lui dit l'homme de médecine. « Vous êtes autrichien? » demanda Jumpy en courant. « Mais comment le savez-vous? » demanda Rosenstein. « C'est bien ce que je me disais, » laissa couler Mortimer d'effroi. L'homme au manteau noir le retint par le bras. « Mais, monsieur Jumpy, calmez-vous, je ne veux pas vous tuer, » dit le professeur. « Monsieur, vos services ne m'intéressent pas et je refuse que vous soyez bon médecin. » « Allez travailler dans la section des pilotes d'essai, vous ferez de bonnes affaires, » dit Mortimer en le regardant droit dans les yeux. Niels apparut ce moment-là. « Mortimer, le docteur Helmut von Rosenstein n'est pas un bourreau. »« Ça va, lâchez-moi à présent, » fit Mortimer. Il avait repris confiance au mot du général Niels. « C'est pour vous rendre votre organisme apte à bien vivre dans l'espace que je vous ai contacté, » lui dit l'étrange personnage. « Bien, mais je préfère vous voir un autre jour, docteur, » lui dit Mortimer. Après que Mortimer se soit soulagé au WC en soufflant des jets d'air interminables, gonflant ses joues, à les faire exploser, les trois hommes marchèrent côte à côte un long moment. « Monsieur Jumpy, les progrès réalisés par la médecine sont époustouflants. L'endocrinologie a fait un gros amendement. Il existe des substances capables de transformer un être humain en surhomme sans la moindre douleur. » Mortimer sourit à ces mots. « Votre quotient intellectuel va s'accroître, ainsi que vos réflexes et votre mémoire. Les Russes font des recherches sur l'atrophie, donc quel mot barbare, la dégénérescence du squelette humain, sa perte de consistance dans l'espace, les os qui ne sont pas en contact avec la Terre, faiblissent, expliqua Helmut. Mortimer Jumpy regarda sa montre et lâcha. « Je viendrai vous voir demain à 10 heures précises, professeur Rosenstein. Au revoir. Mon emploi du temps est spartiate. » Mortimer quitta les deux hommes. Il alla se divertir dans une salle de musique, un auditorium où les symphonies d'opéra lui remontèrent son moral au plus haut. Une heure après,
Il dégustait une salade Walsdorf poulet ananas dans la cafétéria. Il fut rejoint par Grimson. « Super, Jumpy, j'ai réussi à dénicher une autorisation spéciale, souffla celui-ci à ses oreilles. « Quoi? Quel? De quoi s'agit-il? Dit Mortimer. « Un Boeing d'entraînement de 0 gravité. Va nous emporter en balade demain, Mortimer. Test d'aptitude au vide, chuchota Grimson. « Déjà, fit Jumpy. Demain, on va rejoindre la base spéciale de la NASA, reprit Grimson. Le matin, Mortimer, Grimson et McQueen montaient l'escalier pour entrer dans le Boeing gris dont la dérive était peinte du sigle de la NASA. La piste 36, Mortimer et ses compagnons s'assirent dans les fauteuils de première classe, dans un tout petit compartiment isolé du reste, qui faisait usage de lieu de réunion des savants. Le cœur comprimé par les forces du décollage, Mortimer vit défiler la piste d'Houston, celle dite de Space Center. Son cœur se mit à battre très fort. L'appareil se leva dans les airs, majestueusement. Une voix brisa la monotonie du vol. « Nous allons grimper à 10 000 pieds, les gars, commandant John W. Harding et mon copilote James Marsh. Pour vous servir, notre vitesse est de 600 km/h. Tout va bien. Ne buvez surtout pas de bière, c'est déconseillé. Après une bonne heure de vol, le Boeing atteint 31 000 pieds d'altitude et commença sa manœuvre. Mortimer se sentit soulevé de son siège. « Vous pouvez détacher vos ceintures » fit la voix du commandant. Mortimer quitta son siège. Il flottait avec ses amis comme un petit oiseau. « Nous sommes en gravité nulle » lui dit Grimson. Mortimer se déplaça vers l'arrière de l'avion en imitant une voix cendrée. Il dit « Billy, j'arrive mon petit cousin, est-ce que j'aimerais, est-ce que tu sois là, à voler comme un papillon ?» L'inclinaison du Boeing était caractéristique, nez vers le haut en équilibre de chute verticale pour annihiler les effets de la pesanteur. Une voix retentit. « Hé les gars, comment vont vos tripes ?» « Elles ont changé de place, dit Mortimer. »« On en a maintenant, reprit McQueen. » Mais qu'arrivait-il à Jumpy? Son visage devenait jaune. Il fit une roulade dans l'air et alla vers les climatiseurs. Il s'y rafraîchit. « Vous devez vous habituer au mal de l'air, expliqua le commandant Harding. » Après avoir volé en cercle pendant 1 heure, la piste de la base se dessina devant le pilote, qui avait déjà entamé la procédure de descente. Il remit l'avion en vol normal. Le Boeing se posa doucement sur la piste principale de la base. À sa descente d'avion, Mortimer était KO, tel un boxeur chancelant mais victorieux, et il se dirigea vers une camionnette au pare-brise fumé qui l'emporta rapidement vers un hôtel. Le général Nice l'y attendait, costume élégant, mais lunettes noires. Ses compagnons étaient rasés, coiffés, parfumés et habillés d'une façon élégante. « À nous les tourterelles, dit celui-ci en roucoulant. « Parfum de gazelle, dit Mortimer en tournant la tête sans arrêt. Une jeune et jolie femme de type méditerranéenne passa non loin de lui. « Ah, si Ivana me voyait, elle aurait un char pour me faire la peau, dit celui-ci, reprenant tout son sérieux. Le général Nice regardait au loin sans brancher. « Eh, vous trois là-bas, la permission de draguer, c'est après. Après minuit, pas maintenant, compris ?» lança-t-il. Mais Jumpy pensait sans cesse à Ivana, et comme par enchantement, elle apparut discrète et raffinée dans le hall, habillée comme il l'aimait. « Je vous offre un verre à tous, dit le général Nice. » Le groupe se dirigea vers le bar le plus proche. Ils trinquèrent « Whisky on the rocks ». « Ça va rouler pour nous, les gars, tout est parfait, dit Niels. » Tout à coup, un voile noir passa devant le regard de Mortimer, et il fut dans la plus complète obscurité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oh, à peine eut-il le temps de réaliser qu'Ivana lâcha. « Salut, chérie, tu ne t'ennuies pas trop ?»